Tombouctou. Le journal Agibou Koulibaly. Les titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop a fustigé le comportement des dirigeants de l'UEMOA et de la CEDEAO qui refusent d'exécuter la décision de la Cour de justice de l'UEMOA demandant la suspension des sanctions illégales prises par le Mali par ces organisations. Vous l'entendrez en début de journal. Le mois de Ramadan modifie le calendrier professionnel de beaucoup de personnes à Bamako. Par exemple, celles qui évoluent dans le domaine de la restauration. Certaines restauratrices ferment leurs points de vente pendant le mois de Ramadan. Par contre, d'autres réduisent la quantité habituelle du repas. Dossier à suivre avec Koumba Sissi. Et dans la chronique judiciaire, les justiciables dans leur majorité pensent que la justice est lente dans ses procédures. Cette lenteur est liée à plusieurs facteurs selon les professionnels du droit. Voilà pour le sommaire tout de suite, les détails. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le jeudi 7 avril 2022. Comme annoncé dans le sommaire, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était l'invité du journal télévisé de 20h d'hier soir. Abdoulaye Diop a fustigé le comportement des dirigeants de l'UEMOA et de la CEDEAO qui refusent d'exécuter la décision de la Cour de justice de l'UEMOA demandant la suspension des sanctions illégales prises contre le Mali par ces organisations. Il les appelle à se conformer à cette décision de justice. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale répond aux questions de Nyanya Aliou Traoré. Le premier point, c'est d'abord de prendre l'opinion nationale et l'opinion internationale témoin pour qu'on comprenne que ce qui est en train de se jouer, ce n'est pas le droit. Parce que cette institution qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comme toutes nos institutions qui sont bâties sur la règle de droit, qui ont d'ailleurs sanctionné le Mali sous le prétexte que le Mali n'aurait pas respecté des textes communautaires par rapport à la gouvernance. Et voici que c'est le même Mali qui est sanctionné sur des bases qui ne sont pas légales. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Je crois que personne ne nous a écoutés jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est l'organe juridictionnel établi par notre propre organisation, qui saisit par le gouvernement du Mali pour examiner cette question, pour d'abord un sursis à exécution. Nous avons eu raison sur le fond, sur la forme, et maintenant, sur le fond, nous avons demandé une annulation. Je crois qu'à partir du moment où il y a cette décision, une décision de justice, si nous prétendons être dans un état de droit et dans une organisation bâtie sur le droit, je crois que la première chose, c'est d'abord de se conformer aux décisions de justice. Vous vous imaginez que si c'était le Mali qui avait été sanctionné par cette institution et que le gouvernement n'est pas obtempéré, quel vacarme nous aurons eu au plan régional. Donc je crois que c'est pour d'abord indiquer qu'il y a une décision de justice qui a donné raison au Mali quand on a dit que cet acte était... Parce que ça a été une fabrication, ça a été un montage parce que nous l'avons dit et répété, la BCEAO, qui est l'organe monétaire de notre union, auquel le Mali a librement consenti son droit d'émission monétaire, ne peut pas faire cela. Parce que l'article 4 du statut de la BCEAO est extrêmement clair. Cet organe ne peut recevoir des directives ni des chefs d'État, ni d'un pays, ni d'aucun autre organe juridictionnel. Et justement, la BCEAO a reçu des instructions pour agir sur la base de critères politiques. Or, la BCEAO, les seules sanctions qui sont prévues par la banque, ce sont des sanctions basées sur des critères économiques et financiers. Si un État manque un certain nombre de critères de convergence, on peut décider de lui retirer un certain nombre de financements. Donc je pense qu'on est allé à ce niveau et je crois qu'à partir du moment où on est dans cette situation, que le Mali a raison, et nous pensons que ces sanctions devaient être immédiatement levées par la conférence des chefs d'État parce que ce sursis-là n'est d'ailleurs susceptible d'aucun recours. Et le deuxième argument, c'est d'indiquer que la CEDEAO elle-même qui a bâti
Ces sanctions économiques et financières par la fermeture des frontières, mais la fermeture des banques, la CEDEAO n'a pas de banque. Elle a utilisé le système de la BCEAO. À partir du moment où la Cour de justice dit que c'est pas, il faut stopper, même la CEDEAO devait lever cette mesure. Et je crois que ce n'est pas à ça que nous avons assisté. Et ces mesures sont maintenues injustement. Ça affecte les populations. Et nous voulons dire d'ailleurs à toutes les organisations, que ce soit l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne ou d'autres qui disent que nous nous alignons derrière ces organisations. À partir du moment où ces organisations sont dans des postures qui sont illégales et que tout le monde crie partout que nous sommes dans un état de droit, c'est pour montrer le paradoxe et même quelque part l'hypocrisie par rapport à ce type de situation que le gouvernement du Mali a décidé de pointer du doigt, de dire que voilà, ces institutions ne respectent pas l'état de droit et nos populations sont injustement frappées. Et le Mali va continuer à utiliser de toutes les voies de recours pour obtenir l'application de cette mesure-là. Cette décision de la BCEAO, nous savons qu'il y a des donneurs d'ordre ailleurs. Nous les avons vus sortir récemment des bois pour donner des injonctions. Nous savons que notre pays est aujourd'hui puni et sanctionné pour ses choix politiques. Voilà, c'était là à présent le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il était donc l'invité d'hier soir du journal de 20h. La communauté Peul est et reste républicaine et patriote. Elle n'a pas relevé de viols et de violences envers les civils à Moura. Ce sont en substance les propos du président de Tapital Poulakou à l'occasion de la rencontre hier après-midi entre une délégation de la communauté Peul et le Premier ministre. Le chef du gouvernement a donné des assurances quant à l'établissement d'un cadre d'échange pour évoquer les questions de sécurité. Compte rendu à Lucen Touré. C'est en vue d'échanger sur les questions de sécurité en général et les derniers événements survenus à Moura que le chef du gouvernement a tenu à rencontrer la communauté Peul pour expliquer le déroulement des événements et les mesures prises par le gouvernement. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Nous avons décidé au niveau du gouvernement de 2 à 3 choses. D'abord, expliquer ce qui s'est passé, donner la version du gouvernement. La deuxième chose, c'est d'ouvrir immédiatement une enquête. Et cette fois-ci, nous avons insisté avec le président, il faut que l'enquête aboutisse, qu'il y ait des résultats de l'enquête. Il ne suffit pas d'ouvrir, mais il faut qu'il y ait des résultats. Il y aura une équipe qui va aller, il y aura des militaires, des civils, des procureurs et tous les éléments. Rien ne sera caché pour que la vérité soit suivie par les Maliens. La troisième, c'est de mettre un cadre d'échange. Pour sa part, le président de Tapital Poulakou a tenu à exprimer de vive voix le rattachement de la communauté à la République et à l'État du Mali. Sans embâche, le président de Tapital Poulakou a reconnu que Moura est bel et bien un sanctuaire de djihadistes. Aussi, le président de la communauté Peul a affirmé qu'il n'y a eu aucune exaction de la part de l'armée dans cette localité. Abousso, président de Tapital Poulakou. Nous ne pouvons pas être opposés à l'État. Non. Nous refusons qu'on nous donne des leçons de patriotisme. Nous refusons qu'on nous donne des leçons de morale patriotique. Personne au Mali ne peut prétendre être plus malien qu'un autre. Et je crois qu'il faudrait d'abord quelque part dans les esprits nettoyer et enlever ces complexes-là. Il y a des accusations qui ont été portées contre nos forces de défense et de sécurité que je tiens ici à démentir. Elles sont fausses et sans fondement. Le Premier ministre a relevé une identité de vue entre lui et ses interlocuteurs du jour sur les questions essentielles. Dr Shogel Kokala Maïga. Notre rôle en tant qu'État, c'est de faire en sorte que cette disponibilité puisse avoir un réceptacle où elle va se manifester pour aider l'État dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes conscients que la force militaire seule ne ramènera jamais la paix. C'est donc dans une atmosphère de cordialité et d'estime réciproque que les deux parties se sont séparées. Le Conseil national du patronat se porte bien et le groupement professionnel qui y siège parle le même langage. L'assurance en a été donnée hier après-midi au ministre de l'Industrie et du Commerce par une délégation de l'administration provisoire du CNPM. Fousseni Tunkara pour le reportage. C'est en rang serré que les membres de l'administration provisoire du Conseil national du patronat du Mali abordent cette rencontre avec le ministre en charge du commerce. Ils sont venus préciser au département que désormais, les violences sont accordées au sein du CNPM. Boubacar Diallo, premier vice-président de l'administration provisoire du CNPM. Depuis un certain temps, les groupements professionnels ont pris leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités.
et à travers une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu samedi 2 avril. Alors l'administration provisoire a été confirmée et validée par les groupements professionnels. Donc notre première démarche consiste à venir rencontrer le ministre de l'Industrie et du Commerce pour échanger avec lui parler des attentes et demander son accompagnement pour la suite du processus. Cet esprit de clairvoyance qui anime désormais les groupements professionnels qui siègent au sein du CNPM est fortement salué par le ministre Mohamed Ould Mahmoud. Moi, je serai disponible pour vous sur du concret, comme vous voulez, et quand vous voulez, et à tout moment. Je suis prêt à convier même aux besoins mes autres collègues, parce que c'est sûr que c'est une situation qu'on doit prendre en main. Il faut qu'on vous aide, vous, à partir vers cette dynamique, de créer plus de cohésion, plus de sérénité, et plus de célérité aussi dans le règlement des petits différends qui étaient notre contribution. Nous sommes prêts. Aussi longtemps que vous créez cette dynamique de rapprochement, de cohésion, le secteur privé se porte bien, l'État va marcher. L'administration provisoire du CNPM est composée de 16 membres. Sa mission est de renforcer la cohésion au sein de l'entité et d'organiser des élections crédibles et transparentes. Voilà, nous arrivons au dossier de ce journal. Le mois de Ramadan modifie le calendrier professionnel de beaucoup de personnes à Bamako, par exemple celles qui évoluent dans le domaine de la restauration. Certaines restauratrices ferment leurs points de vente pendant le mois de Ramadan. Par contre, d'autres réduisent la quantité habituelle du repas. Voyons tout cela avec Koumba Sissi. Traoré Safiatou Nomogo, du haut de ses 40 ans, évolue dans le domaine de la restauration depuis son jeune âge. Et ce métier, elle l'a hérité de sa défunte mère à Gao. Actuellement domiciliée à Daoudabougou, elle vend ses plats dans un kiosque il y a une vingtaine d'années. Et depuis, Safiatou considère le mois de Ramadan comme son congé annuel. Et c'est là pour quelle raison? Traoré Safiatou Nomogo, restauratrice à Daoudabougou. Pendant le mois de Ramadan, tous les condiments sont chers. Si je prépare dans ces conditions, je ne pourrai pas m'en sortir. Autre point essentiel, les clients se font rares. Raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas vendre la nourriture pendant le mois de Ramadan. Contrairement à Safiatou Nomogo, certaines restauratrices se débrouillent en réduisant la quantité habituelle. Tel est le cas de Kadidjatou Bakayoko et de Ma Koulibaly à Bako Djikoroni. Pendant ce mois de Ramadan, il n'y a pas assez de clients. Je vends uniquement les après-midi. Le menu du jour est la galette, les soupes à base de pâte de bœuf, d'entrailles, les jus, les boissons et autres. Je me débrouille avec ces plats. Si c'est Ma Koulibaly, restauratrice à Bako Djikoroni. J'ai carrément réduit la quantité de mes repas pendant ce mois de Ramadan. Je vendais 20 kg de riz par jour. Actuellement, je ne prépare que 6 kg. Les raisons qui motivent cette restauratrice à vendre les repas pendant ce mois de Ramadan sont diverses. Selon elle, ce qu'elle gagne en ce moment précis ne fait pas son affaire. Traoré Oumou Traoré, restauratrice à l'ACI 2000. C'est à l'heure du repas comme ça. Vous voyez, le restaurant est vide. Mais c'est les gens qui font les va-et-vient pour prendre leur emporté, les commandes des plats. Vous les avez vus tout de suite sur le comptoir. Donc, ils passent appel, ils passent leurs commandes. Donc, ils viennent les récupérer. Et il y a des structures aussi qui nous appellent pour leur livrer leurs repas. C'est comme ça que nous fonctionnons en ce moment. Mais j'avoue, c'est très difficile pour nous et sur le plan trésorerie en période de Ramadan. Mais pour être solidaire avec tout le monde, ça engage aussi la responsabilité sociétale de toute entreprise qui contribue au développement partagé à son pays par rapport à ce que nous vivons au Mali. La plupart des clients que nous avons rencontrés n'ont pas voulu se confier à notre micro car ils étaient tous gênés de témoigner pendant ce mois de Ramadan. Mais ce monsieur a accepté de parler. Nouhoum Bari, client. J'ai été dans plusieurs endroits. Je n'ai pas trouvé à manger. Finalement, c'est quelqu'un qui m'a indiqué ici schéma. La période de jeûne est un moment particulier. Elle oblige beaucoup de nos compatriotes à changer de programme, surtout ceux qui travaillent dans le domaine de la restauration.
Voilà, à cette heure passée de 14 minutes, nous ouvrons une petite fenêtre sur l'actualité internationale. Tout d'abord, au Burkina Faso, l'ancien président du Burkina, Christian Kaboré, a pu regagner son domicile hier. Il était placé en résidence surveillée depuis le 24 janvier dernier, date du coup d'État militaire qui l'a renversé du pouvoir. Toujours au Burkina Faso, avec ce verdict dans le procès Sangara, l'ex-président Blaise Compaoré était condamné à perpétuer. Un procès historique qui s'était ouvert en 2021, 35 ans après la mort de Thomas Sankara, icône panafricaine assassinée lors d'un coup d'État qui avait justement à l'époque porté au pouvoir Blaise Compaoré. Et enfin, cette visite officielle de ce jeudi du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez au Maroc. Il sera reçu par le roi Mohamed VI à Rabat. Une visite dont le sillage est le rapprochement des deux royaumes. Une visite très importante. À présent, la page des sports. Et pour l'animer, nous recevons en direct Abdul Karim Kaba. Bonjour. Bonjour, Agibou Koulibaly. Très heureux de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Et football, Ligue champion d'Europe, les quarts de finale ont pris fin hier. Notamment avec Chelsea et Real Madrid. Dans cette rencontre, les Espagnols de Real se sont imposés 3-1 avec à la clé 3 buts de l'attaquant français Karim Benzema. Les deux formations se sont déjà rencontrées 5 fois depuis 1971. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par Chelsea en demi-finale l'année dernière. Dans l'autre rencontre de la soirée, Villarreal l'emporte 1-0 face au Bayern Munich. Déjà mardi, l'Atlético Madrid a été battu par Manchester City 1-0 et Liverpool a gagné 3-1 devant Benfica Lisbonne. Les rencontres retour sont prévues pour la semaine prochaine. Par contre, en Europa League, les quarts de finale sont au programme ce soir. Red Bull Leipzig et Atlanta joueront. Eintracht Francfort sera face à FC Barcelone. West Ham sera opposé à l'Olympique Lyonnais et Sporting Braga jouera contre Rangers FC. Et toujours en football, les quarts de finale de la Coupe du Mali se joueront samedi et dimanche. Au stade Modibo Keïta au stade Mamadou Konaté samedi à partir de 17h, Binga FC jouera contre Renaissance de Kenyeba. Au même moment, au stade Modibo Keïta, l'AS Real en découdra avec la Somme, donc un duel entre les mal classés du championnat national. Le lendemain, dimanche, au stade Modibo Keïta à partir de 17h, le Duluba AC sera face à l'AS Douane. Un peu plus tôt, à 16h, au stade Djara H de Koulikoro, un stade que Agibou connaît très bien, le CS Dougoulon-Vla sera opposé au stade malien de Bamako. Et Agibou Koulibaly, c'est communiqué de la Fédération malienne de football. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football invite la presse nationale et internationale à la conférence de presse qui sera animée par Mamoudou Touré, président de la FEMA Foot, ce jour, jeudi 7 avril 2022, à partir de 10h à l'hôtel Radisson Collection. Thème de cette conférence de presse est donc le bilan de la campagne de qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et enfin, volleyball, le Malien Noumouri Keïta devient le 4e meilleur buteur du monde sur un seul match. Le Malien Noumouri Keïta, âgé seulement de 21 ans, 2,5 m, est en train de plus en plus de figurer dans l'histoire du championnat sud-coréen en particulier et du volleyball mondial en général. Avec 56 points marqués, Noumouri Keïta devient le 4e meilleur marqueur au monde sur un seul match. C'était face à Ansan Oak finale, groupe Oakman. Cette performance de jeune Keïta a permis à son club d'être 2e tête de série pour les éliminatoires du championnat sud-coréen de volleyball. Et c'est là pour la première fois de l'histoire des KB Insurance Star, son équipe. Au total, Noumouri Keïta a inscrit plus de 1094 points cette saison avec KB Insurance Star dans le championnat d'élite masculin de la Corée du Sud. Noumouri Keïta a commencé à jouer ici à Bamako avec l'AS Commune 6. Noumouri Keïta a joué d'abord au Qatar pendant 3 ans, 2 ans en service. Il est actuellement en Corée du Sud depuis une année. Bonne chance donc à l'international malien de volleyball, Noumouri Keïta. Oui, c'est une fierté pour le Mali.
Et merci Abdul Karim Kaba pour toutes ces informations sportives. Chronique judiciaire. Les justiciables, dans leur majorité, pensent que la justice est lente dans ses procédures. Cette lenteur est liée à plusieurs facteurs selon les professionnels du droit. Certains dossiers relatifs aux crimes nécessitent des enquêtes poussées qui prennent trop de temps. Toutefois, cette situation semble préjudiciable aux citoyens. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Dimde. Au niveau des tribunaux et particulièrement à la cour d'assises, certaines procédures sont très lentes. Elles sont aussi complexes que sensibles. Ces procédures constituent l'ensemble des formalités requises pour la validité d'un acte ou du déroulement d'une action en justice. L'une des raisons de cette lenteur demeure l'insuffisance des juges qui sont peu nombreux à traiter les dossiers qui leur sont soumis. À cela s'ajoutent d'autres facteurs. Ishaka Keita, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mopti. Le temps de la justice n'est comparable à rien d'autre. Il s'agit de la recherche de la vérité. Les procédures criminelles sont les plus compliquées. Les personnes poursuivies pour des crimes courent de lourdes peines. Donc pour cela, il est important qu'on prenne tout le temps qu'il faut pour rassembler suffisamment d'éléments pour éviter des erreurs, pour éviter, n'est-ce pas, de condamner un innocent ou d'acquitter un criminel. Donc c'est pourquoi la loi elle-même a organisé la chose de telle sorte que ça s'étale un peu dans le temps. S'agissant des dossiers impliquant des criminels, cela nécessite des enquêtes et des investigations afin de déterminer la juridiction appropriée. D'abord, il y a une instruction qui se fait au niveau du tribunal de grande instance par un juge d'instruction. Lorsque on retient effectivement des éléments qui peuvent constituer un crime, et donc la procédure remonte à la cour d'appel pour être encore examinée par la chambre d'accusation, qui est une juridiction d'instruction au niveau de la cour d'appel. La chambre d'accusation reprend, vérifie si elle estime aussi que les éléments révélés par l'enquête jusque-là correspondent effectivement à une qualification criminelle. L'affaire est programmée pour être jugée par la cour d'assises. La lenteur des procédures judiciaires est une situation préjudiciable aux intéressés qui, dans certains cas, pourraient être acquittés. Ishaka Keita, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mopti. Il n'est pas normal qu'on garde prison pendant plus de 3 ans pour des faits criminels sans être jugé, sans connaître son sort. À titre exceptionnel, ce genre de situation arrive. On l'a vu dans un passé récent, des gens qui ont fait plus de 3 ans en détention sans être jugés alors que c'est des faits criminels qu'on les reprochait. Maintenant, lorsque, après tout ce temps de détention avant d'être jugé, le jugement venait à vous déclarer non coupable, la personne qui a été détenue pendant tout ce temps, la personne peut éventuellement saisir, si elle veut, si elle le désire, l'État pour avoir réparation. C'est tout à fait possible. Dans la plupart des cas, beaucoup s'abstiennent à traduire l'État en procès. Voilà, c'est la fin de cette édition. À 7h, passe de 23 minutes à Caille. Sa mise en onde est assurée par Mokhtar Touré. Coordination et rédaction en chef Brahma Traoré, un journal présenté par Agibou Koulibaly. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Mahamadou Keïta, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. Bon mois de Ramadan pour la communauté musulmane. À nous revoir. Le temps sur les ondes.